Bonjour à tous. L'objet de cette vidéo est de vous montrer comment faire l'approche fonctionnelle d'une entreprise cotée à la Bourse des valeurs de Casablanca. Alors j'ai pris comme cas cette société-là qui évolue dans le secteur du bâtiment et des matériaux de construction. Donc j'ai téléchargé le bilan de cette société au 31/12/2018. Alors et on vous demande, regardez, d'analyser la structure financière, en adoptant l'approche fonctionnelle, tout en effectuant bien sûr les retraitements nécessaires, en dressant le bilan fonctionnel, en déduisant les indicateurs financiers, en dégageant le besoin en fonds de roulement d'exploitation et le besoin en fonds de roulement hors exploitation et bien évidemment en commentant la situation. Alors cette société, c'est une société, qui, possède, un matériel industriel qui a été financé par contrat de crédit bail, et dont voici les caractéristiques qu'on reprendra tout à l'heure. Et puis c'est une entreprise, pour laquelle on vous dit, elle a des charges et des produits constatés d'avance, qui sont relatifs, à l'exploitation à hauteur de 50. Donc ça veut dire que 50, c'est le hors exploitation. Et c'est une entreprise aussi dont les autres débiteurs, les autres créanciers, sont relatifs à des éléments hors exploitation à hauteur de 75. Et donc 25, c'est relatif à l'exploitation. Et puis enfin, nous avons comme information 10 de l'état créditeur et de l'état débiteur concernent des éléments hors exploitation. Ça veut dire que tout ce qui est exploitation, c'est relatif aux 90 restants. Alors voici ici, donc moi je me suis amusée un petit peu à reprendre l'actif et le passif de cette entreprise. Et donc ça c'est le bilan comptable au 31/12/2018. Donc vous avez tous les détails possibles. Et également, j'ai pris la peine de griser la partie amortissement et provision, surtout la partie nette, parce que nous, au niveau, c'est ce qu'on a vu dans le cours, au niveau au niveau de l'actif immobilisé, on s'intéresse au brut, et au niveau de l'actif circulant, on s'intéresse au net. Donc j'ai grisé les parties qui ne m'intéressent pas, mais néanmoins, j'ai gardé quand même, j'ai mis en évidence le total amortissement et provision de l'actif immobilisé, parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure, au niveau du tableau des retraitements. Alors j'ai également pris la peine de reprendre en fonction de l'énoncé des éléments exploitation et les éléments hors exploitation. Alors dans le modèle bilan fonctionnel que je vous avais déjà remis, vous avez au niveau de la page 2, vous avez tout ce qui est exploitation et tout ce qui est hors exploitation. Voilà, donc alors quoi d'autre? Eh ben voilà, j'ai fait la même chose pour le passif. J'ai repris selon l'énoncé les éléments exploitation et hors exploitation. Mais remarquez qu'il y a des éléments qui n'ont pas été précisés à l'énoncé, comme par exemple les stocks. Ben, les stocks automatiquement, c'est de l'exploitation. Vous avez aussi les fournisseurs débiteurs, les clients, le personnel débiteur. Donc ça, c'est des éléments en général, c'est des éléments exploitation. Idem pour les fournisseurs et comptes rattachés, pour les clients créditeurs, pour le personnel créditeur, pour les organismes sociaux aussi. Bien. Alors maintenant, regardez, je vais me focaliser sur le tableau des retraitements au 31/12/2018. Là, j'ai repris le tableau. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire un tableau des retraitements pour retrouver, pour élaborer ce bilan fonctionnel. Mais nous, on préfère le construire, le faire, parce que ça nous permet d'éviter pas mal d'erreurs. Alors là, j'ai repris dans ces colonnes-là, donc les emplois stables, ça c'est les emplois cycliques, la trésorerie active, les ressources durables avec ressources propres, dette financière ou dette de financement et écart de conversion passif. Vous avez les ressources cycliques et la trésorerie passive. Alors aussi, moi, j'avais déjà expliqué ça dans mon cours. J'expliquais pourquoi on prend les emplois stables pour le brut. C'est parce que tout simplement, tout ce qui est amortissement et provision à long terme, normalement, c'est une rétention sur le bénéfice qui devrait normalement permettre à l'entreprise de faire des investissements plus tard. C'est pour ça qu'on retrouvera le total amortissement et provision ici dans les ressources propres tout à l'heure. Les emplois cycliques, moi je les prends pour le net. Pourquoi? Parce que les provisions qui sont constituées dans le court terme, je ne peux pas les assimiler à une rétention sur le bénéfice pour le long terme. Donc pour moi, ça ne m'intéresse pas pour l'investissement. Donc c'est pour ça que je les garde pour le net. Et voilà. Alors le total bilan comptable, c'est les emplois stables. Alors il suffit, regardez, via Excel, d'aller chercher mes cellules. Alors mes cellules, ça va être les immobilisations non valeur pour l'heure brute, plus les immobilisations incorporelles, plus les immobilisations corporelles, plus les immobilisations financières, plus l'écart de conversion
actif et voilà, j'obtiens ce montant-là. Alors, les emplois cycliques pour le total pour le net et les emplois cycliques, nous avons dit, c'est mon stock, plus les créances de l'actif circulant, plus les titres et valeurs de placement, bien qu'il n'y ait rien, je les mets dans ma formule, comme ça je garde la formule, plus l'écart de conversion actif. Voilà. Le net, c'est la trésorerie actif. Donc, je peux carrément aller prendre ce total-là, mais je préfère préciser que c'est la banque et la caisse. Alors ensuite, vous avez les ressources durables et plus spécialement les ressources propres. Nous avons les capitaux propres, plus les capitaux propres assimilés, voilà, plus les provisions durables pour risques et charges. Ici, on les considère comme des ressources propres puisque c'est une rétention sur le bénéfice devant me permettre de faire face à des pertes futures probables. Donc quand même, je les garde, je les considère comme une ressource propre. Alors les dettes financières, c'est les dettes de financement. Voilà, je les prends. Donc c'est les emprunts obligataires. Si vous voulez, on met emprunt obligataire plus les autres dettes de financement. L'écart de conversion passif, c'est l'écart de conversion passif financement permanent. Donc c'est celui-là. Voilà. Les ressources cycliques, c'est tout ce qui est bas du bilan. Donc c'est les dettes du passif circulant, plus les autres provisions pour risques et charges, plus les écarts de conversion passifs. Et puis enfin, nous avons la trésorerie passif qui est relative au crédit d'escompte, plus crédit de trésorerie, plus la banque, les soldes créditeurs, et c'est tout ce qui est découvert, tout ce qui est facilité de caisse, tout ce qui est avance, etc., à très court terme reçu auprès de la banque. Alors là, je vais m'amuser, regarder, à faire une petite vérification, c'est-à-dire je vais essayer de sommer mon brut, mon net, plus mon net trésorerie actif, et je vais m'amuser aussi à faire la même chose pour les ressources durables. Donc je vais les ressources durables, les ressources cycliques et la trésorerie passive. Donc je vais faire la somme de tous ces éléments-là. Vous savez que vous avez la possibilité de faire la somme, sûrement vous le dites, mais moi je préfère vraiment insister sur tout ça. Et donc regardez, la différence, c'est pas égal, c'est tout à fait normal, parce que quand j'ai travaillé sur mon actif, sur mes emplois stables, je les ai pris pour le brut. Et en les prenant pour les bruts, ça veut dire qu'ils ont été augmentés des amortissements et des provisions. Et donc logiquement, la différence ici, ça moins ça devrait donner lieu à quoi? Finalement, ça donne lieu à sigma, amortissement et provision. Donc tout ce que je suis en train de faire est juste. Alors je continue. Donc je peux la mettre en jaune si vous voulez pour l'assimiler à cumul, amortissement et provision que vous avez dans votre bilan. Et là, on commence les retraitements. Donc, première chose à effectuer, c'est de prendre en considération le cumul amortissement et provision en tant que ressources propres, donc que ressources durables. Donc, je viens ici dans mes ressources propres et je vais aller récupérer, voilà, le cumul amortissement et provision. Alors, il y a la prime de remboursement des obligations. Moi, j'ai déjà expliqué dans le cours que c'est une prime qui sert à pouvoir pousser un épargnant à acheter tes obligations à toi, entreprise, plutôt que les obligations d'une autre entreprise. Et donc, toi, tu accordes une sorte de prime, d'incitation à acheter tes titres financiers sous format obligation. Donc, on a dit que il faudrait, ça n'a pas de valeur. D'ailleurs, ils font partie des immobilisations non valeur. Donc, il faudrait les enlever de leur origine, de là où elles sont. Donc ces primes, elles sont ici au niveau des emplois stables. Et puis, je vais les enlever également des dettes financières, c'est-à-dire du pourquoi où elles existent. Pourquoi est-ce qu'elles existent ces primes? C'est parce qu'il y a des emprunts obligataires. Et donc, regardez ici, je vais faire quoi? C'est égal à ça. Donc, pas la peine d'aller les reprendre. Alors, l'écart de conversion actif, il s'agit de perte latente. Et normalement, on a vu, selon le principe de prudence, qu'une perte latente, c'est une perte qui est provisionnée. Et donc, logiquement, en niveau fonctionnel, on vous dit que tout ce qui est latent, on doit le considérer comme réel. C'est-à-dire, on ne doit plus parler de latent, on considère tout comme réel. Donc, il va falloir faire quoi? Il va falloir supprimer l'écart de conversion actif immobilisé de là où ils existent. Donc, nous allons les chercher. Ils sont là. Voilà. Et puis, ces écarts de conversion actifs, ils ont été provisionnés, sûrement. C'est-à-dire que la provision qui les concerne, c'est la provision pour risques et charges. Donc, puisque l'écart est parti,
a disparu, eh ben, la provision également doit disparaître puisque la provision devient sans objet. Et donc là, je vais mettre égal à cette cellule-là. Alors, on va opter pour la même logique au niveau de l'écart de conversion actif circulant, c'est-à-dire qu'il va falloir l'enlever de là où il est puisque la perte n'est plus latente et ne nous intéresse plus. Donc, je l'enlève de là. Voilà. Et puis, je vais l'enlever de la provision correspondante. Et la provision correspondante, c'est les autres provisions pour risques et charges. C'est la provision sur le court terme. C'est plus exactement, on va les trouver ici. On va les retrouver ici. C'est-à-dire la provision sur ces écarts de conversion actifs, elle est là. Donc, je continue. L'écart de conversion passif, quant à lui, on le considère comme un gain latent, mais en analyse fonctionnelle, le gain latent n'est plus latent, c'est un gain qui est réel. Donc, il va falloir le considérer comme un gain. Et puisque je le considère comme un gain, ça veut dire que je dois le faire disparaître, cet écart de conversion permanent, je dois le faire disparaître et je dois le rajouter aux résultats et plus exactement aux capitaux propres et donc aux ressources propres, aux ressources durables. Alors, l'écart de conversion passif, normalement, il est là. Donc, je dois supprimer cette notion, je ne dois plus l'avoir dans mon bilan fonctionnel. Cette notion d'écart de conversion passif, elle part, elle s'en va. Voilà. Et puis, ça va partir où? Cet argent que j'avais mis de côté, mais je le considère comme appartenant. Et donc, ça va venir augmenter mon résultat, je répète, donc mes capitaux propres et mes ressources propres. Et donc, je fais quoi? Je fais moins cette cellule pour avoir le plus. Le même raisonnement pour l'écart de conversion passif, court terme, donc passif circulant. Donc, il doit disparaître. Donc, je vais aller le chercher. Il est où? Il est là. Voilà, je l'ai enlevé. OK. Et puis, il va venir augmenter là aussi mes capitaux propres. Voilà. Et ça augmente. Alors, immobilisation en crédit bail. C'est l'élément qui reste. Alors, immobilisation en crédit bail, c'est une immobilisation qui a été, dont le contrat bail a été signé en juillet 2015. C'est ce qu'on vous dit. Je peux revenir sur l'énoncé pour revoir un petit peu ces informations-là. Donc, on vous dit que la société l'utilise depuis 3 ans et demi, un matériel financé par contrat de crédit bail. Alors 3 ans et demi, ça nous fait donc 2018 en entier, 2017, 2016, donc c'est déjà 3 ans. Et puis 2015, le demi, c'est juillet, puisque juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça vous fait 6 mois. Donc je reviens sur l'énoncé et le modèle, pardon, voilà, que je suis en train de remplir. Alors immobilisation en crédit bail, déjà, il va falloir, on aura besoin, pour l'immobilisation en crédit bail, on a besoin de la valeur d'origine. OK. On a besoin du cumul d'amortissement et on a besoin de la VNA. Alors pour cela, il va falloir élaborer le plan d'amortissement puisque c'est un plan d'amortissement dégressif. Donc il est un tout petit peu plus difficile qu'un plan d'amortissement linéaire. Et là, ça va vous faire un petit rappel de tout ce que vous avez vu en amortissement. Et donc regardez, je vais peut-être déjà paramétrer mes colonnes ici. Alors pour les paramétrer, je vais mettre nombre. Pour l'année, je vais garder général ou standard. Donc standard, voilà. Donc je vais commencer par la première année, c'est-à-dire 2015. Alors en 2015, cette immobilisation, elle a été utilisée pendant 6 mois, il faut le préciser, donc je le précise. Alors je commence par calculer, par vérifier le comparatif entre mon taux d'amortissement dégressif et mon taux d'amortissement linéaire que moi j'appelle T'. Voilà le T'. Alors ce T', je le mets au milieu et en gras parce que c'est important. Donc là, ça va être pour vérifier le passage de l'amortissement dégressif à l'amortissement linéaire. Ben, il va falloir à chaque fois utiliser cet indicateur. Cet indicateur, il est très très important parce qu'il me permet vraiment de vérifier ce passage. Donc 20% c'est inférieur à 40, ça veut dire que je vais devoir utiliser le taux d'amortissement dégressif. Et voilà, alors il y a la valeur d'origine, il y a la valeur résiduelle. Alors ce qu'on ne vous a pas expliqué peut-être en première année pour certains enseignants, en tout cas moi-même je ne l'ai pas expliqué, c'est que la valeur résiduelle, ça signifie qu'une fois que ton immobilisation est totalement amortie, ça ne veut pas dire qu'elle vaut zéro, mais elle vaut quelque chose quand même sur le marché, c'est ce qu'on appelle la valeur résiduelle. Alors par principe et fiscalement parlant, la valeur résiduelle, on ne peut pas l'amortir, il ne faut pas l'amortir. Ça veut dire que moi je vais me baser pour ma VNA début, ça va être ma valeur d'origine moins la valeur résiduelle. Donc ça va être 1 560 000, 1, 2, 3, moins 150 000 qui est la valeur résiduelle. Voilà. Voilà. Et donc ma première annuité, ça va être la VNA
étoile mon pourcentage, étoile le nombre de mois d'utilisation pendant l'année qui est de 6 mois. Le cumul de la première année, c'est la première annuité. Et la VNA, ça va être ma VNA début, c'est-à-dire ma valeur d'origine moins ma valeur résiduelle moins le cumul d'amortissement. Alors la deuxième année, c'est 2016. Et en 2016, je vais devoir calculer encore une fois mon indicateur. Donc ça va être 12 sur. Alors c'est 12 non pas sur 48, mais je vais enlever seulement 6 mois. Pourquoi? Parce que je l'ai utilisé pendant 6 mois en 2015. Ça veut dire que il va falloir seulement déduire les 6 mois. Donc ça va me faire 60 moins 6. Voilà, je vais le mettre si vous voulez, comme ça restera comme rappel, 60 moins les 6 mois, et donc ça nous fait 22%. C'est encore loin des 40%, et donc je vais devoir opter pour l'amortissement dégressif. Je copie et je colle, ok. Je reprends là aussi la VNA que je colle. Je vais coller les valeurs uniquement. Ok. Alors l'annuité, ça va être la VNA puisque c'est la deuxième année, c'est la VNA de l'année dernière, étoile 40%, étoile 12 sur 12. Le cumul, c'est celui de l'année dernière plus celui de cette année. Et puis la VNA, c'est toujours le même principe, c'est mon point de départ moins le cumul d'amortissement. Alors en 2017, je compare là aussi comme d'habitude. Donc c'est 12 divisé par, alors ça nous fait 60. Donc les 60 de la première année, moins les 6 mois d'utilisation. Donc les 60 c'est la durée de vie, moins les 6 mois d'utilisation, moins les 12 mois de cette année. Et j'obtiens 29%. Alors le 29%, c'est toujours loin des 40%. Donc je copie et je colle. Je copie aussi la VNA que je colle les valeurs uniquement. Voilà. Et donc là, je vais devoir calculer mon annuité. Donc étoile 40%, étoile 12 sur 12. Je continue de la même manière. C'est ça plus ça. Et puis ma VNA, c'est toujours le même principe, mon point de départ, moins mon cumul d'amortissement. Alors en 2018, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est toujours pour l'indicateur, pardon, c'est 12 sur, donc les 60 c'est la durée de vie, moins les 6 mois de la première année, les 12 mois de la deuxième année, les 12 mois de la troisième année. Et puis je tombe, regardez, sur 40%. Je tombe exactement sur 40%. Et en tombant sur 40%, excusez-moi, je vérifie juste mes calculs s'ils sont bons. Donc je tombe exactement sur 40%. Et donc ça veut dire que utiliser le 40 ou le 40, ben, c'est la même chose, hein. Donc il n'y a pas de souci. On travaille avec ce qu'on veut. Et donc là, je récupère ma VNA. Voilà, valeur uniquement. Super. Et puis je continue en calculant mon annuité, étoile. Donc c'est soit le 40, soit le 40, il n'y a pas de souci. OK. Et puis ça, je rajoute à ça. Et puis ma VNA, c'est ma valeur de départ, moins. Super. Alors, en 2019, donc remarquez qu'en 2019, donc je suis déjà à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 6 mois. C'est-à-dire qu'il va falloir partir jusqu'à 2020, 6 mois pour finaliser finalement ma durée de vie. OK, voilà. Alors, donc 2019, ben je continue, hein, c'est 12 égale à 12 sur, alors j'ai les 60 mois qui est la durée de vie, moins les 6 mois de la première année, moins les 12 mois de la deuxième année, moins les 12 mois de la troisième année, moins les 12 mois de la quatrième année. Ok, c'est ça. Donc on dit 1, 2 et 3, 1, 2 et 3 et 4. Je ferme. Voilà. Et donc j'obtiens un taux de 67%. Donc je vais faire quoi? Je vais reprendre peut-être. J'aurais aimé, mais bon, on continue. Parce que j'ai pas envie que la vidéo soit très longue. Donc je continue, il n'y a pas de souci. Et donc c'est 67%, c'est une approximation. Et donc ça veut dire ça, c'est devenu supérieur à 40%. Et donc finalement, mon nouveau taux, c'est celui-là. Regardez, je le copie et je le colle. C'est mon T'. Donc finalement, j'ai un T' que je vais mettre ici. T' qui est égal à 67% approximativement. J'ai une VO'. Alors ma VO', c'est celle-là. C'est 243 648. OK. Et donc je la prends, ma VO'. Commande C, commande V. Je calcule, je prends que les valeurs.
Voilà. Et je calcule mon annuité, donc c'est ça, étoile ça. J'obtiens ça. Alors mon annuité prime, regardez, A prime, A prime, parce qu'on passe au linéaire, et dans le linéaire, l'annuité ne change pas. Mais remarquez que nous, on va travailler quand même sur 6 mois, et donc l'annuité proportionnelle ici, sur 6 mois, ça va être la moitié des 162 000. Alors le cumul, je continue, c'est ça, plus ça, et puis la VNA, ça va être ça, moins ça, super. Alors je reprends cette VNA, commande C, commande V, et donc remarquez que plus besoin, je n'ai plus vraiment besoin de calculer un indicateur, puisque mon indicateur, je l'ai utilisé pour retrouver seulement le T' que j'ai trouvé, que j'ai finalement calculé. Alors là, c'est toujours la même chose, commande C, commande V, et regardez ici mon annuité, ça va être ma valeur d'origine prime, que j'aurais dû mettre en rouge, je vais mettre en rouge, étoile mon taux d'amortissement, étoile 6 mois sur 12. Voilà, donc je vais mettre ça aussi en rouge parce que c'est ma VO prime, c'est très important. Ça, c'est plus la peine de mettre en rouge. Ok, très bien. Alors le cumul, ça va être ça plus la nouvelle. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Alors le cumul égale, pardon, à ça plus ça. Voilà. Et donc regardez, remarquez que je retrouve mon point de départ, ma première base de calcul. Et puis ça va être ça moins ça. J'obtiens ici le 0, donc on est bon. Alors dans toute cette histoire-là, qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est la valeur d'origine, ok, que je vais mettre au niveau des emplois stables. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'une immobilisation acquise en crédit bail, c'est une immobilisation qui permet à l'entreprise de dégager des cash flows futurs, donc un chiffre d'affaires futur. Et donc on va la considérer comme appartenant à l'entreprise. Dans ce cas-là, elle doit être traitée de la même manière qu'une immobilisation appartenant juridiquement et officiellement à l'entreprise. Ça veut dire que là, je vais devoir mettre la valeur d'origine, donc 1 560 000. Voilà. Je vais, au niveau du sigma amortissement, je vais reprendre ce cumul-là. Voilà. Et pour la VNA, on la considère, enfin, la différence, c'est-à-dire ça moins ça, on va considérer cela comme quoi? Comme un financement sous format d'emprunt bancaire. Ok, mais vous allez me dire, mais madame, on n'a pas pris la VNA qui est dans le tableau. Ben, je vous dirais oui, on n'a pas pris la VNA qui est dans le tableau, on a rajouté la valeur résiduelle parce qu'il y a une valeur résiduelle que je dois également prendre en considération. Bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, il va falloir sommer tout ça. Donc égal, même pas égal, vous mettez ici somme, pardon, vous mettez somme et vous sommez tout ça. Super. Et vous venez là, vous glissez tout ça. Pardon, je glisse. Super. Et puis, je vais vérifier mes calculs. C'est-à-dire que ça, ici, c'est somme de tout ça. Ça est déjà, c'est fait. Attendez. Somme, non, c'est pas ça. Excusez-moi, je refais. Donc, c'est somme. Vous aussi, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à travailler sur Excel. Donc, somme de tous ces éléments-là. Et normalement, voilà. Ouf, c'est juste. Vous savez que même nous, les profs, on a tendance parfois à prendre peur. On a peur de se tromper dans les calculs. Donc, c'est juste. Très bien. Alors, j'arrive maintenant au bilan fonctionnel. Alors, le bilan fonctionnel, il n'y a pas plus simple. Je reprends mes emplois stables. Je reprends mes emplois cycliques. Je reprends ma trésorerie active. Super. Et là, pour le total, je vais mettre somme, là aussi. Et je valide. Pour les ressources durables, ça va être ça plus ça, c'est-à-dire plus ça, voilà. Mes ressources cycliques, c'est mes ressources cycliques. Et ma trésorerie passive, c'est ma trésorerie passive. Et je viens ici au niveau du total, je fais somme. Et nous avons la même chose. Alors pour le fonds de roulement, nous avons dit c'est ressources durables moins les emplois stables. Le besoin en fonds de roulement, c'est les emplois cycliques moins les ressources cycliques. La trésorerie nette, c'est la trésorerie active moins
la trésorerie passive. Et pour vérifier mes calculs, la trésorerie nette, c'est le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Donc c'est une trésorerie nette qui est négative. On a pu faire le calcul. J'espère que jusque-là, c'est bon. Bien. Alors, je continue. On va devoir maintenant calculer ce BFR. On va le scinder en deux. Il y a le BFR exploitation et le BFR hors exploitation. Alors, le BFR exploitation et hors exploitation, ben, il va falloir juste prendre en considération ce que nous avons mis au départ ici. C'est-à-dire que si au départ, comme moi, vous prenez la peine d'identifier les éléments exploitation des éléments hors exploitation, le calcul devient simple. Et donc, regardez-moi ce que je vais faire pour faire vite, parce que la vidéo, je pense qu'elle est assez longue. Je vais passer directement aux calculs qui ont été faits. Et regardez dans mes calculs, vous devez normalement trouver ces éléments-là, c'est-à-dire que j'ai pris des éléments pour 100%, c'est lorsqu'ils sont exploitation à 100%, et j'ai pris des éléments exploitation selon les informations complémentaires. Donc par exemple pour la D39, donc je vais aller voir la D39. Alors la D39 c'est l'état débiteur. Alors l'état débiteur on m'a dit c'est hors exploitation à hauteur de 10%. Ça veut dire c'est exploitation à hauteur de 90%, et j'ai continué dans le même sens. Regardez. Donc là, j'explique tous ces éléments-là. D'ailleurs, ce fichier, je vais vous le donner. D'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà. Oui, vous avez même le corrigé, j'imagine. Donc, vous avez tout ça et vous pouvez voir comment j'ai fait pour les calculs. Voilà, voilà. Et pour les ratios de structure financière, de la même manière, ici, dans mon fichier Excel, vous avez toutes les formules, voilà, qui sont là. Voilà, très bien. Et puis, à titre de vérification, vous vérifiez le BFR. Est-ce que c'est le BFRE plus normalement le BFR HE? C'est ce qu'on doit avoir. Alors, il y a une seule ou deux difficultés. Les deux difficultés, c'est lesquelles? Et j'aimerais bien que vous les trouviez vous-même. Alors, la première difficulté, c'est que n'oubliez pas il faut surtout ne pas prendre l'écart de conversion actif car il a été annulé. C'est-à-dire que dans vos calculs de BFRE et HE, ne prenez pas l'écart de conversion actif parce qu'il a été annulé suite au retraitement. Il n'existe plus. Autre chose. Dans les autres provisions pour risque et charges. Alors, les autres provisions pour risque et charges font partie de tout ce qui est ressources cycliques. Et dans mes ressources cycliques, il y a une partie qui a été enlevée des autres provisions pour risque et charges. C'est laquelle? C'est l'écart de conversion actif circulant. Ça. Cette partie-là, voilà. Donc, ça. Alors ça, normalement, ça a été enlevé. Je vais vous le mettre peut-être en bleu. Et ici, regardez, enlevé, excusez-moi, enlever des autres provisions pour risques et charges. Ça, c'est très, très, très important. Il faut vraiment s'en rappeler. Je suis très sérieuse. Voilà. Très bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, regardez, je vais dézoomer parce que l'objectif quand même, c'est un petit peu de parler de cette entreprise. Alors, cette entreprise, c'est une entreprise qui évolue dans un secteur d'activité précis qui est les constructions. OK, les bâtiments et les constructions. C'est une entreprise avec, regardez, un besoin en fonds de roulement immense. C'est tout à fait normal parce que c'est une entreprise qui évolue dans les bâtiments. Et dans les bâtiments, nous avons normalement des créances clients assez importantes. Regardez ici, les créances clients, elles se montent à des milliards. Voilà, c'est vraiment des milliards. Donc si j'agrandis, vous avez 1, alors vous avez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc c'est 1 milliard 371 millions. C'est immense. Donc c'est une entreprise dont le cycle d'exploitation est relativement long. C'est ce qui explique un BFR assez important. Son fonds de roulement, il est positif, c'est une bonne chose. Il est quand même, regardez, le fonds de roulement, c'est-à-dire les ressources durables financent 3 fois les emplois stables, c'est immense. Nous avions dit dans le cours que ça devrait financer au moins une fois. Là, ça finance pratiquement 4 fois.
Et pourtant, avec l'excédent qui en découle, on n'arrive pas à financer le BFR dans son intégralité. Donc une partie du BFR, et vous pouvez vous amuser, comme on a vu dans le cours, à calculer la part que finance le FR dans le BFR. Donc vous allez remarquer que l'autre part, nous sommes partis la chercher au niveau d'un crédit bancaire à très court terme. Et remarquez que le crédit bancaire à très court terme, il s'élève à, alors 1, 2, 3, à 173 millions de dirhams. C'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que l'entreprise, pour qu'elle puisse mener bien comme il faut son activité, elle a dû contracter des crédits à court et à très très court terme auprès des banques, et j'imagine que son CPC, il a dû en pâtir, c'est-à-dire que ses charges financières, elles ont dû être assez importantes, et elles vont être importantes dans le futur. Alors autre chose, nous avons regardé le ratio couverture des capitaux investis. Ça veut dire qu'on est en train de mesurer un petit peu comme à hauteur de combien les ressources durables financent les emplois stables et le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Pourquoi est-ce qu'on lit les deux? Parce que les emplois stables, c'est l'investissement. Qui dit investissement dit machine. Qui dit machine dit production. Qui dit production dit client. Et qui dit client dit fournisseur. Et qui dit fournisseur dit stock. Voilà. Donc ça veut dire que ce premier ratio plus le deuxième ratio, c'est des ratios vraiment relatifs à l'exploitation et à l'investissement. Ils sont très très importants, et donc regardez, ça finance 78%, ce qui n'est pas mal, c'est très très intéressant. Ça veut dire que l'entreprise, elle a assez quand même de fonds, elle est disponible d'assez d'argent sur le long terme qui lui permet de financer ses emplois stables, donc ses investissements, et une grande partie quand même de l'exploitation. Il y a aussi le financement bancaire de l'exploitation, ça rejoint la trésorerie nette. Ça veut dire que je suis partie voir à hauteur de combien les crédits à très court terme financent l'activité ou l'exploitation de l'entreprise. Et là, on se rend compte, c'est à hauteur de 24%. Vous allez me dire c'est bon, c'est pas bon. Ben, je vous dirais, on peut dire que c'est pas grave parce que quand même l'entreprise, c'est une entreprise qui a un cycle d'exploitation qui est long, donc une activité assez spéciale. Et généralement, une entreprise avec un BFR qui est assez élevé, c'est une entreprise qui est en croissance. Et une entreprise qui est en croissance aujourd'hui, elle va générer des profits pour la suite. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura encaissé l'argent des clients, la situation sera résolue. On aura remboursé nos crédits à très court terme. Alors l'autonomie financière, remarquez que quand même les dettes de financement représentent plus que la moitié des capitaux propres. Ça, c'est un tout petit peu mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Parce que il faudrait quand même qu'il y ait un minimum, il faudrait qu'il y ait un maximum de 50%. Il faudrait que les capitaux propres soient assez importants, plus importants que les dettes de financement. Mais nous, on l'a compris, hein, c'est une entreprise avec un cycle long qui a vraiment besoin d'argent. C'est une entreprise qui a préféré le crédit à très court terme plutôt que les crédits à long terme. Et d'ailleurs, on le remarque ici, regardez ici, vous remarquez que elle préfère plutôt emprunter sur le marché financier via des emprunts obligataires plutôt que d'aller vers les dettes de financement qui sont également probablement plus onéreux que les emprunts obligataires. Et voilà, donc je vous remercie. En tout cas, ces documents seront mis à votre disposition. Également, cette vidéo, elle sera mise à vos dispositions sur la chaîne YouTube que je vous communiquerai par la suite. Je vous remercie.